Bonjour Christophe Chabreau. Bonjour. Bonjour Christophe Chabreau. Nous sommes très heureux de vous voir aujourd'hui et nous sommes surtout très heureux que vous ayez accepté de joindre le Conseil scientifique de l'Union des fédéralistes européens. Alors ce conseil scientifique, ce sont pour l'instant 23 membres, des universitaires, des chercheurs dans différents domaines, c'est très diversifié. Et c'est un conseil qui doit nous aider, nous accompagner dans la réflexion pour l'Europe de demain. Alors bien sûr, pour nous, c'est l'option fédérale et peut-être aussi important, nous aider à convaincre les politiques, les citoyens, dans un climat qui, je ne sais pas si je peux le qualifier comme ça, mais qui est un peu simpliste ou simplificateur, où les idées nationalistes et xénophobes sont très présentes, montrer qu'il y a une option européenne qui peut être convaincante. Donc on compte sur le conseil scientifique pour ce faire. Monsieur Christophe Chabreau, vous êtes maître de conférences de droit public. Vous enseignez à la faculté de droit Lumière Lyon 2, le droit institutionnel de l'Union européenne, le droit constitutionnel, le droit de la décentralisation. Moi, je mettrai l'accent sur vos travaux très pertinents en ce qui concerne la décentralisation, notamment la démocratie locale et le concept, on en parlera tout à l'heure, que vous avez dégagé d'homocratie. Monsieur Christophe Chabreau, est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus sur votre parcours et la place qui occupe les sujets européens? D'accord, bonjour. Sachez que c'est pour moi déjà un honneur de faire partie de ce Conseil scientifique européen. J'ai travaillé plus ou moins directement avec des fédéralistes à Lyon ou en Italie, et de me donner l'occasion de penser l'Europe dans cette institution vraiment me plaît beaucoup, et je m'intégrerai avec plaisir dans vos activités. Alors, mon premier contact avec l'Europe, c'était des mitraillettes espagnoles, de la police. J'ai une partie de ma famille côté maternel qui est d'origine espagnole, et on allait quand j'étais petit en vacances vers Valencia, vers Barcelone, et je me rappelle la terreur que j'avais à chaque fois qu'on passait la frontière espagnole, puisqu'on était encore sous Franco, avec la milice espagnole qui, armée de ses mitraillettes, nous regardait, fouillait les coffres, et moi j'avais la hantise de ne plus ressembler à ma photo d'identité, parce que j'avais grandi depuis, et de finir dans les prisons espagnoles. Et je sais que c'est un des événements marquants, et c'est la fois où je suis allé à Barcelone ensuite dans mes études, quand j'ai fait un séjour Erasmus à Barcelone, et où j'ai pu traverser librement la frontière. Je me rappelle avoir eu un sentiment de liberté, et je me suis dit vive l'Europe, parce que voilà, vive Schengen, on peut traverser sans avoir peur de la police de notre pays. Alors j'ai rencontré l'Europe à plusieurs reprises dans mes études. Donc j'ai fait en maîtrise, un mémoire sur le système politique catalan, où je suis allé à Barcelone pendant une quinzaine de jours poser des questions aux institutions. J'ai complété par un mémoire de DEA, comme on disait à l'époque, de Master 2, sur l'intégration des régions dans le système européen. Justement, nourri par l'exemple espagnol, je réfléchissais à la possibilité d'intégrer, par exemple, sur le modèle catalan, les régions dans le système européen. Et ensuite, quand j'ai commencé ma thèse sur la décentralisation, puisqu'au début, je pensais que c'était possible, j'ai dû évoluer et j'ai fait une thèse sur la centralisation, puisqu'en France, c'est le moteur de toute réforme territoriale. Mais au cours de mes recherches doctorales, j'ai rencontré à plusieurs reprises soit l'Europe, soit des Européens. J'ai rencontré des Hongrois, des Italiens, des Portugais, des Espagnols, des Allemands, avec qui j'ai pu échanger longuement. J'ai monté un projet de recherche de 2 ans avec la Hongrie, dans un projet Balaton. Et j'ai vraiment découvert les systèmes territoriaux européens et les Européens eux-mêmes, et ça m'a beaucoup nourri dans mes réflexions, et à l'heure actuelle, je continue à fréquenter les Européens. Je suis en train de monter des projets de recherche avec un collègue de Pologne sur le système des métropoles. Je fais partie d'un réseau qui s'appelle OLA, l'Observatoire de l'autonomie locale en Europe, du collègue Stéphane Guérard de Lille. Donc j'ai participé par exemple à un de ces colloques à Bratislava, en Slovaquie, en 2016. Et donc je rencontre l'Europe régulièrement dans mes études, parce qu'en fait, j'essaie de réfléchir à l'organisation du pouvoir dans l'espace. Alors, ma thèse et mes travaux principaux sont liés à la décentralisation en France, mais quand je pense le territoire français, je suis obligé de penser aussi au contexte européen. Et d'ailleurs, le comparatisme avec d'autres systèmes étrangers, comme notamment l'Espagne, l'Italie ou l'Allemagne,
ont beaucoup nourri ma réflexion sur la décentralisation et m'ont permis d'élaborer de nouveaux concepts d'ailleurs sur la décentralisation et sur la définition de l'État unitaire. Parce que je me suis rendu compte que, qu'on soit en France, en Allemagne ou en Italie ou en Espagne, mais en fait, on ne peut pas opposer État unitaire et État fédéral. C'est un vieux classique du droit constitutionnel et j'ai tous mes collègues qui opposent État unitaire et État fédéral, alors que non, tout État est unitaire. Et ça, c'est en étudiant le système allemand et espagnol que je me suis rendu compte que l'unité d'un État, elle dépend en fait de l'unicité de sa constitution nationale. Il y a bien une Allemagne, il y a bien une Suisse, un Brésil. Et que donc on ne peut pas penser l'opposition État unitaire et État fédéral de cette manière-là comme on le fait en France. Par contre, si tout État est unitaire, effectivement, tout État a une forme de décentralisation qui lui est propre et que la décentralisation en Allemagne, par exemple, elle est constitutionnelle, c'est-à-dire qu'elle consiste à reconnaître des pouvoirs constitutionnels aux États, aux autorités infra-étatiques, que cette décentralisation elle est législative en Espagne ou en Italie quand on confie des compétences législatives aux régions, et qu'en France, on est simplement dans une décentralisation administrative. Et ça, c'était justement lors de ce colloque de l'OLA à Bratislava en 2016 que je me suis rendu compte qu'on ne pouvait plus opposer ça, et qu'au contraire, je proposais un système de pensée du territoire et de la décentralisation qui permettent justement de comparer tous les États d'Europe. Et un de mes projets, c'est justement de constituer un groupe de recherche sur la décentralisation en Europe qui permettent de comparer efficacement les différents systèmes territoriaux européens. Donc, j'ai rencontré l'Europe de cette manière-là, par la comparaison de la décentralisation. D'ailleurs, je donne des cours de décentralisation comparée en M2, comme j'ai pu donner des cours d'institutions européennes, vous l'avez indiqué. Mais j'ai rencontré l'Europe aussi d'une autre manière, justement. Quand je pense le territoire ou le pouvoir dans le territoire, eh bien, je trouve qu'on retrouve au niveau européen ce qui se passe un peu au niveau local, c'est-à-dire que la construction européenne, elle fait écho à la construction du territoire. Sous un angle technique, on avait en France Maurice Bourgeoll qui, dans les années 80, a indiqué que, par exemple, l'intercommunalité au niveau français ressemblait un peu à la construction européenne où on essaye de regrouper dans une structure commune des entités différentes qui ont des compétences ou des intérêts convergents. Et que donc, on peut faire cette comparaison entre intercommunalité et construction européenne, qui me va dans un premier temps, mais qui en fait ne fonctionne pas parce que, bon, j'y reviendrai peut-être, on n'est pas sous le même type de pouvoir. Mais c'est surtout la question de la légitimité. On a fondé nos sociétés sur l'État, l'État étant lui-même fondé sur le souverain national. Et là, on se retrouve au niveau local comme au niveau européen, avec la construction, le développement, le renforcement de pouvoirs, de véritables sources de décision, autorités décisionnelles, mais qui ne sont pas fondées sur le souverain, sur un démos. On n'est pas sur une légitimité politique quand on est au niveau local, au niveau européen. Et moi, je le pense au niveau local, et j'essaye justement par la démocratie, dont on parlera peut-être tout à l'heure, de trouver une légitimité propre aux collectivités locales qu'elles puissent opposer aux pouvoirs nationaux, mais on retrouve cette même problématique au niveau européen avec la construction d'un système politique sans politique, un système démocratique sans démos, sans peuple européen. Et donc, comment penser la légitimité de ce système européen, comment penser son fonctionnement qui respecte des principes démocratiques, mais qui ne soit pas lui-même démocratique. Donc, je rencontre l'Europe aussi dans mes réflexions à ce niveau-là, pour savoir comment construire cette Europe politique ou politisée, mais en dehors d'un démos. Alors, vous avez commencé à aborder la question, donc vous avez réfléchi et enseigné sujets liés à la décentralisation, vous venez d'en faire mention. Notamment, donc, vous en avez aussi fait mention dans votre thèse de doctorat sur la décentralisation territoriale. Vous avez parlé de démocratie, vous proposez ainsi donc ce concept. Une certaine absence de décentralisation en France ou un excès de centralisation ne sont-ils pas source d'inefficacité politico-administrative, voire de frein à un épanouissement démocratique nécessaire? Et puis aussi, autre question, comment concevoir davantage le lien entre l'Union européenne et les collectivités territoriales sur les plans conceptuels, juridiques et techniques? Alors, je vais reprendre un peu mon concept de démocratie parce qu'il est lié à celui de décentralisation et vice-versa. La décentralisation, en fait, c'est un système neutre de partage des compétences entre l'État dit central et d'autres autorités qui peuvent être territoriales, mais qui peuvent être aussi des établissements publics, des agences, etc.
Donc, la décentralisation est neutre et elle va être habitée par les objectifs qu'on lui donne, par les concepts politiques qu'on lui donne. Et justement, mon idée de démocratie vise à donner un accent démocratique adapté à la décentralisation territoriale, mais qu'on peut aussi, on verra, reproduire à l'échelle européenne. L'idée, c'est de penser des mécanismes démocratiques en dehors du démos, en dehors du fondement politique. Parce que notre démocratie, pour simplifier, hein, c'est le pouvoir du peuple par le peuple et pour le peuple. Donc, la démocratie, c'est le pouvoir du démos et qui enchaîne tout le reste. Et notre séparation des pouvoirs historiques, elle est fondée sur cette priorité donnée au démos. Le problème, c'est qu'au niveau territorial ou au niveau européen, on n'a pas de démos. On n'a pas un peuple à Lyon, puisque je suis de Lyon, quand on vote aux élections municipales, ben, ce n'est pas le peuple français qui vote. Hein, ce sont les électeurs lyonnais qui vont désigner leur autorité administrative, qui est la ville de Lyon ou la métropole de Lyon. Tout comme au niveau européen, quand on désigne les membres du Parlement, on n'est pas un peuple européen qui désignons nos représentants. On est les citoyens, alors maintenant ça a un peu évolué, on a un peu travaillé la chose, on est les citoyens des États hein, qui désignent leurs représentants au Parlement européen. Mais donc, comment penser une démocratie qui ne soit pas fondée sur un démos, sur un peuple, que ce soit au niveau local ou au niveau européen, parce que ça sous-tend ensuite toute la construction de la décentralisation locale ou du transfert de compétences au niveau européen. Alors, ma démocratie au niveau local vise à remplacer le démos par le domus. Hein, c'est-à-dire que s'il n'y a pas de démos de peuple local, on a au moins ce que j'appelle un domus, hein, l'ensemble des résidents, hein, de domus, domicile, résidence en latin. Alors c'est un petit barbarisme qui mêle du latin et du grec, mais qui au contraire, je dirais, c'est pas un barbarisme, c'est le lien entre nos racines grecques et latines pour produire une nouvelle pensée de la démocratie locale, avec l'idée que s'il y a sans doute des compétences qui sont réservées au démos national hein, et qui relèvent de la démocratie nationale, il existe néanmoins des sociétés locales qui ont leur propre légitimité, qui ont leur propre raison d'être, leurs propres intérêts locaux à gérer et leurs propres mécanismes à mettre en place pour gérer ces intérêts locaux et que l'on peut penser cette démocratie locale en soi, détaché des grands concepts de la démocratie nationale pour l'adapter justement à la situation locale. Un exemple tout simple, et qui d'ailleurs nous vient de l'Europe, c'est que, enfin en tout cas qui est concrétisé par les évolutions européennes, quand on est un administré local, quand on va voter, enfin c'est mon opinion, quand on vote aux élections locales, on vote en tant qu'administré, hein, que résident administré, et que la question de la nationalité ne se pose pas. Et que devrait pouvoir voter aux élections locales tout habitant, tout administré, qu'il soit français, argentin, espagnol ou polonais ou japonais. Et que cette condition de nationalité qui est posée au niveau national dans la démocratie, puisqu'on fait appel au souverain national, n'a pas de raison d'être au niveau local, puisque ce sont des habitants. Et le traité de Maastricht, qui a donné le droit de vote aux ressortissants européens installés, a ouvert une brèche, mais qui me semble même insuffisante, parce que d'une part, en France et dans le traité, on limite cette élection, ce droit de vote et d'éligibilité aux étrangers européens uniquement aux élections municipales. Pourquoi ne pas les élargir aux élections provinciales, régionales? Il n'y a pas de sens juridique à limiter ça au niveau municipal. Et pourquoi le limiter aux Européens d'ailleurs? Puisque un Colombien installé ou un Sénégalais installé à Lyon est tout aussi habitant de la ville qu'un Portugais ou qu'un Italien. Donc, vous voyez qu'on peut, par la démocratie, c'est-à-dire par la légitimité des habitants, commencer à penser un système qui se distingue peu à peu du système démocratique national et avec, on va dire, deux effets sous-entendus. Donc, dans la démocratie, d'une part, c'est la reconnaissance de la légitimité des autorités locales à gérer par elles-mêmes leurs propres intérêts locaux, distincts des intérêts nationaux. Il y a parfois des autorités locales qui agissent pour exécuter la loi nationale qui correspond à l'intérêt national, mais bien souvent, pour savoir comment on aménage les berges d'un fleuve, quel est le mode de transport qu'on va privilégier, le tramway, le métro, etc., ce sont des décisions purement locales et que l'État doit laisser aux autorités locales. Donc la reconnaissance déjà du fait local comme fait socio, historico, géographique et politique légitime. Mais deuxième aspect de la démocratie, ce ne sont pas les autorités locales qui résument à elles seules cette décentralisation. Elles sont sous contrôle des habitants. Parce que
dans la démocratie, la légitimité des autorités, elle ne vient plus d'en haut, elle ne vient plus du souverain qui donne une parcelle de pouvoir pour exécuter la loi nationale. Cette légitimité des autorités, elle vient des habitants eux-mêmes, qu'ils ont délégués pour gérer cet intérêt local. Donc, dans la démocratie, il y a ces deux aspects, la reconnaissance de la légitimité des autorités locales à décider dans des matières importantes et la légitimité des habitants à intervenir dans les processus décisionnels locaux, que ce soit par l'élection, que ce soit par le contrôle, que ce soit par la participation. On a tout un tas de techniques démocratiques qui pourraient être mobilisées. Alors, cette idée d'une démocratie locale, elle est extensible. Parce que le domus, les habitants, moi je le prends au niveau local parce que c'est par là que c'est plus facile d'exprimer, mais au niveau européen, on est pareil dans une démocratie sans démos, mais qui repose sur les habitants. Et qu'il faut fonder la légitimité des autorités politiques européennes peut-être sur l'habitation, sur la résidence. Alors après, savoir qui est citoyen européen ou qui est habitant européen, ça, il faudrait peut-être y penser. Je n'ose pas encore m'avancer dans ce domaine-là pour savoir si un Colombien installé en Allemagne aurait droit de vote au Parlement européen, mais pourquoi pas, puisqu'on n'est plus dans le démos. On n'a pas de peuple européen. Donc, qui est légitime pour élire les parlementaires? Est-ce que c'est simplement les nationaux des États ou est-ce que ce sont finalement les habitants? Donc, en tout cas, sans proposer, bien sûr, encore de solutions au niveau européen, mais je pense qu'on peut penser cette émergence d'institutions européennes fondées non pas sur un démos, mais sur un domus, ou en tout cas sur quelque chose qui laisse la place aux habitants, en plus des mécanismes et des valeurs démocratiques que peuvent porter l'Union européenne. Et le projet au niveau européen, c'est de faire émerger ce qu'on pourrait appeler une nation européenne, c'est-à-dire cette espèce d'unité qui réunit, on va dire, tous les peuples souverains nationaux dans une structure commune, comme on a fait à la Révolution française, quand on a inventé la nation française pour réunir toutes les populations locales si diverses. Et sur cette nation européenne, réussir à construire peut-être des pouvoirs politiques et un rapport entre les différents étages européens, nationaux, régionaux et locaux, qui soit un peu cohérent par rapport à qui habite quoi, quelle est la strate de pouvoir adaptée aux compétences territorialisées. Merci. L'émergence, vous venez de le dire, d'une possible ou éventuelle d'une nation européenne, je dirais souhaitée, d'une nation européenne, est-ce que cela ne plaide pas en faveur d'une construction plus démocratique de l'Union européenne et de nouveaux paradigmes et l'émergence de nouveaux paradigmes? Alors que, selon vous, je crois que vous l'avez écrit, les concepts juridiques et politiques hérités du XVIIIe siècle s'avèrent insuffisants. Est-ce que vous pourriez expliciter et en quoi les valeurs européennes, notamment celles que l'on trouve dans la Charte sur les droits fondamentaux, sont importantes pour nos citoyens? Alors, vous faites bien de distinguer peut-être la démocratie et les valeurs démocratiques ou les mécanismes démocratiques. Et comme je disais tout à l'heure, le problème qui se pose au niveau local comme au niveau européen, c'est la construction d'un système politique sans démos. Et donc sans démocratie. On ne peut pas parler de démocratie au niveau européen, comme on ne peut pas parler au niveau local non plus, parce qu'il n'y a pas de démos européen. Par rapport à ça, il y a deux possibilités. Soit on arrive à faire émerger un démos européen. On arrive à faire émerger cette nation européenne dont je parlais un peu tout à l'heure. Ça me semble un peu compliqué, parce qu'on voit qu'il y a de plus en plus de résistance nationale et que personne n'ose parler de ça. La nation européenne, la nation française, tout le siècle des Lumières a porté à l'émergence d'une nation française. Et quand il y a eu la Révolution, on s'est saisi d'un concept qui était déjà prégnant dans la société. Mais aujourd'hui, plus personne n'ose parler de peuple européen ou même de nation européenne parce qu'on fait face à des échéances électorales qui sanctionneraient toute personne qui voudrait proposer un dépassement de la nation nationale, on va dire. Donc, je ne sais pas si c'est le projet porteur. De plus, on a une conception politique héritée du XVIIIe siècle, des Lumières, qui repose, donc, sur l'apparition d'un nouveau souverain, c'est plus le roi, c'est la nation, et d'une séparation des pouvoirs fondée sur ce souverain. On a un pouvoir législatif chargé d'exprimer la volonté du souverain, un pouvoir exécutif chargé de la mettre en place, et un pouvoir judiciaire chargé de vérifier, de contrôler la mise en œuvre de cette volonté du souverain. Et selon que cette séparation des pouvoirs elle est stricte ou elle est souple, on a un régime présidentiel comme en Amérique ou un régime parlementaire comme en Europe. Mais ça ne fonctionne plus.
Donc, d'une part, on n'a pas aujourd'hui, à mon avis, la possibilité de créer une nation européenne. Le tour de passe-passe constitutionnel des constituants de Philadelphie, We the People of America, hein, ça a pu marcher dans une nation neuve, mais avec nos vieilles nations européennes, on ne se laissera pas berner. Hein, on a vu toutes les passions qu'avait soulevé le traité de 2004, hein, où on parlait de constitution européenne, mais en même temps, c'était un moyen de le critiquer. Donc, on n'a pas la possibilité de créer une nation européenne, et je pense qu'il ne soit même pas souhaitable de reproduire le système de séparation des pouvoirs au niveau européen, parce qu'on s'aperçoit qu'il ne marche plus. Aux États-Unis, le régime présidentiel aboutit à des blocages permanents avec des shutdowns qui mettent en prise un pouvoir exécutif et un pouvoir législatif qui s'opposent sans solution, ou alors par des arrangements, des compromis qui ne sont pas démocratiquement acceptables. Hein, quand on désigne maintenant les juges de la Cour suprême à une majorité absolue, tout juste, et non pas une majorité renforcée, ça change tout le système. Hein. Les arrangements de couloir des lobbyistes ou des arrangements avec les parlementaires pour accepter tel projet présidentiel, ce n'est pas très démocratique. Et au niveau parlementaire européen, soit on a une confusion des pouvoirs. Hein, lorsqu'on a un fait majoritaire au niveau du Parlement, ben, il n'y a plus de division, il n'y a plus de contrôle, il n'y a plus d'opposition entre gouvernement et Parlement. Et on arrive à un renforcement de l'exécutif sans contrôle, et on peut voir passer des lois absolument liberticides, mais sans opposition. Et si on n'a pas de fait majoritaire, ben on aboutit à des fois de la pagaille, hein, ou à des oppositions stériles ou permanentes, qui conduisent soit à l'impuissance gouvernementale, soit à des alliances pas très fréquentables avec des partis d'extrême droite, par exemple, et on a de plus en plus le cas en Europe aujourd'hui, soit à des dissolutions dont l'avenir est un peu incertain. Donc, nos anciens systèmes, donc nos anciennes conceptions de la séparation des pouvoirs ne sont plus opérationnelles aujourd'hui. Je trouve que l'Union avait une approche assez intéressante en 1950 quand on a pensé une séparation fonctionnelle des pouvoirs. Comme on n'avait pas de souverain, comme on n'avait pas d'Europe fédérale possible en 1950 entre des États qui venaient à peine de se faire la paix, on a été obligé de penser à une séparation fonctionnelle entre un pouvoir d'initiative, un pouvoir de décision, un pouvoir d'exécution et un pouvoir judiciaire. Donc une séparation en 4 pouvoirs qui mélange à la fois le niveau européen et le niveau national. Ben, je trouve ce système pas forcément négatif et au contraire peut-être plus adapté à notre actualité, à condition qu'il y ait quelques améliorations. Donc, on peut partir sur ce qui existe. C'est-à-dire, je pense qu'il faut partir sur la force de l'habitude. On a un système qui peut fonctionner, mais il faut l'améliorer et vouloir le modifier serait un peu repartir dans l'inconnu et ça brouillerait encore les cartes pour les populations. Qu'est-ce qui pourrait être amélioré? D'une part, alléger les traités. On n'en peut plus de ces traités de 400 articles qui obligent à décider dans telle et telle direction, et les peuples d'ailleurs commencent à s'en rendre compte. Quand ils votent un parlement de gauche, quand ils ont tous les États européens de gauche, comme dans les années 90, ben on a quoi? On a une politique de droite, une politique ultralibérale, hein, c'est l'accord sur les services publics, et chaque fois qu'ils veulent avoir une politique plus sociale, ben, on se retrouve avec des traités qui obligent à la libre circulation, au libre-échange, etc. Donc, alléger les traités. Permettre que la BCE, la Banque Centrale Européenne, ne soit pas simplement fondée pour gérer une politique anti-inflationniste, hein, ce que les Allemands avaient demandé dans le traité de Maastricht, mais qu'elle puisse avoir une politique économique, une politique monétaire sous contrôle. Donc que les traités lâchent la bride aux institutions européennes. Et on sait bien que ce sont les États qui ont poussé à ces restrictions parce qu'ils ne voulaient pas que l'Europe soit politiquement libre, hein, ils voulaient toujours l'encadrer. Mais ça aboutit à quoi? Ça aboutit soit à des déceptions populaires, j'ai voté à gauche, j'ai une politique de droite, ça aboutit à des arrangements qui ne sont pas juridiques. Hein, quand le président de la BCE dit tout d'un coup oui, on va soutenir la Grèce, on va mettre des bons d'épargne européens, oui, mais ce n'était pas prévu dans les traités, eh ben, on va le faire quand même. Et donc, on finit par avoir quelque chose qui ne fonctionne pas. Donc, garder peut-être la séparation des pouvoirs fonctionnels de l'Union, alléger les traités et surtout renforcer le pouvoir de contrôle. Renforcer le pouvoir de contrôle, puisqu'on a l'impression aujourd'hui, quand on est membre de la population, d'avoir abandonné à un pouvoir qu'on ne maîtrise plus une possibilité de décider sans nous ou sans l'intérêt des populations. Alors souvent, on est aveugle à tous les avantages de l'Union européenne et c'est bien dommage. Et il faudrait beaucoup plus de pédagogie pour expliquer les intérêts de l'espace euro, de l'espace Schengen, de la libre circulation. Enfin, on est tous gagnants à ça, mais on ne s'en rend pas compte. Parce qu'on a l'impression que c'est l'Europe des banquiers, l'Europe des lobbies, l'Europe des industriels qui dirige, l'Europe du lobby agroalimentaire, et que la population n'est pas assez investie. Donc, il faudrait, par exemple, à mon avis, dans cette construction démocratique, donner un pouvoir d'initiative au Parlement européen.
aux États, aux populations, que les pétitions signées par un certain nombre d'habitants, comme depuis le traité de Lisbonne, soient obligatoires, hein, que la Commission ne puisse pas jouer un filtre, hein, ou alors peut-être juste au début sur la procédure, mais pas sur le fond, comme elle le fait actuellement bien trop souvent. Hein, on a des initiatives citoyennes européennes qui ont été bloquées par la Commission sans qu'on puisse ensuite aller plus loin. Ça crée un sentiment d'insatisfaction dans les populations. Donc un pouvoir d'initiative au Parlement européen, ça me semble tellement évident que ça redonnerait en plus de l'intérêt au Parlement. Supprimer donc tout un tas d'articles superfétatoires dans les traités, et puis créer, je ne sais pas, des contre-pouvoirs citoyens, donner un rôle à des associations. Nous, en France, on avait Anticor, ou tout un tas de Transparency International, des organismes de population ou d'experts qui viennent contrôler l'activité. Moi, je rêve toujours d'un tribun qui serait désigné par les populations et qui puisse aller mettre son nez un peu partout dans les activités des commissions du Parlement, dans les réunions de la Commission européenne avec les lobbyistes, et qu'on puisse mettre un œil populaire dans le fonctionnement des institutions, de manière à ce que les gens, et au moins s'ils ne sont pas conçus comme un peuple démocratique européen, aient quand même l'impression que les mécanismes et que les valeurs démocratiques imprègnent l'Union européenne, parce que là, aujourd'hui, on a plutôt l'impression que c'est l'intérêt économique qui préside à la construction européenne. Et si on n'est pas dans un démos européen, il faut au moins renforcer les valeurs, et vous l'avez signalé, heureusement, on a eu cette adoption de la Charte européenne des droits fondamentaux, qui me semble une très belle avancée dont on ne parle pas assez et qui n'est peut-être pas assez mise en valeur, et puis des mécanismes démocratiques qui ne remplaceront peut-être pas la légitimité politique, mais qui au moins amèneront un meilleur fonctionnement européen. Mais il faut vraiment choisir, est-ce qu'on vise une Europe politique avec un souverain politique européen, ou est-ce qu'on accepte qu'on est dans une Europe sui generis, comme on dit à nos étudiants, mais qui doit renforcer alors ces mécanismes démocratiques qui, pour le moment, sont en très nette amélioration, et on a fait un énorme pas depuis les années 50, mais qui reste encore perfectible pour convaincre la population. Vous venez de lister un certain nombre de propositions de réforme, d'amélioration, mais si l'Europe fédérale devenait une option, ne faudrait-il pas carrément partir vers une véritable constitution, amorce d'une République européenne? Comment y arriver? Alors, je suis au fond assez fédéraliste. C'est-à-dire que je pense que la fédération, le fédéralisme, est une chance à la fois pour le niveau supérieur et pour le niveau inférieur. En France, on a du mal à comprendre que le fédéralisme protège les États fédérés. On a toujours peur qu'ils conduisent à une obsession ou un monopole du pouvoir de l'État fédéral, parce que on a une pratique du pouvoir en France qui vise à faire tout remonter à Paris et à ne laisser que des miettes aux contre-pouvoirs locaux. Donc, au fond, je pense que le fédéralisme est intéressant parce qu'à la fois, il protège les intérêts collectifs et à la fois, il peut respecter les intérêts nationaux, ou en tout cas la construction nationale. Mais ça, il va falloir beaucoup de pédagogie au niveau européen, au niveau national, pardon, pour le faire comprendre. Ceci dit, penser vraiment le fédéralisme européen implique de choisir cette Europe politique avec une nation européenne politique, et sur laquelle fonder une autre approche de la séparation des pouvoirs, en reprenant celle qui existe peut-être, mais tout par-delà. Parce qu'aujourd'hui, on est plutôt dans une Europe de fait, une sorte de fédéralisme de fait qui fonctionne à peu près. On a réussi à faire pas mal de choses, pas mal d'avancées. Et je me demande maintenant, je suis un peu à la croisée des chemins, c'est pour ça que vous m'avez contacté pour faire partie de votre groupe de réflexion, et ça va beaucoup m'éclairer, parce que je ne sais pas si il faut viser l'idéal de la Fédération européenne ou s'il faut viser un autre idéal qui serait la construction d'une Europe en soi, d'une Europe qui représente un nouveau système politique, avec un politique peut-être à repenser au-delà du démos, avec un fonctionnement qui est propre et qui est donc entre les États et les organisations internationales, une sorte de groupe d'États intégrés qui aurait sa raison d'être et son fonctionnement d'être. Peut-être que j'attends un peu trop de Poutine, de Vladimir Poutine, pour nous obliger à penser la nécessité de l'Europe. Mais je pense qu'on ne pourra penser l'Europe fédérale que quand il y aura une forte nécessité à le faire. Parce que de nous-mêmes, moi je n'ai jamais, si je connais deux exemples, mais sinon je n'ai jamais vu un pouvoir se suicider. C'est-à-dire un pouvoir accorder le pouvoir à d'autres pouvoirs. Moi, j'en connais que deux exemples. C'est quand quand le shogun du Japon, en 1880, a donné son pouvoir à l'empereur pour faire face à la possible invasion américaine et pour faire la révolution de Meiji.
en disant « toi, l'empereur, tu as une consécration historique et symbolique, tu es le seul capable de nous faire tous changer ». Et à Lyon, quand le président du département du Rhône a accepté de céder toute la partie du Rhône qui était sur la métropole de Lyon à Gérard Collomb, qui demandait justement à avoir ses compétences. Mais là, derrière, il y a des affaires de déficit extraordinaire, de stratégie politique, etc. Parce qu'en général, un pouvoir n'abandonne pas son pouvoir, hein, sauf sous la contrainte. Et on voit bien qu'aujourd'hui, le mouvement fédéraliste européen a du mal parce que d'une part, il y a une résurgence des pensées nationalistes et aussi parce que c'est contre nature que à un moment, accepter de construire quelque chose d'autre. Les États-Unis, ils se sont construits par effet de nécessité face à l'Angleterre. L'Allemagne, on lui a imposé un système fédéral qu'elle avait déjà un peu connu historiquement, mais à la libération, l'Allemagne, l'Autriche, on leur a imposé un système. La Belgique, à feu et à sang, a inventé un fédéralisme qui, d'ailleurs, pour ma part, n'est pas un fédéralisme, puisque, en fait, les régions et les communautés n'ont pas de constitution locale, hein, donc c'est une sorte de fédéralisme bizarroïde à la belge. Donc, si vous regardez bien, le phénomène fédéraliste, il est toujours fonction de contexte et de nécessité, d'impérieuse nécessité pour arriver à ce niveau-là. Donc, je ne sais pas s'il faut continuer à pousser vers le fédéralisme ou pousser vers une orientation pseudo-fédérale. On a construit l'Europe fédérale à l'envers. On a construit un fédéralisme à l'envers qui, là aussi, pose problème, qui est qu'on a confié toutes les compétences du quotidien au niveau supérieur, en conservant toutes les compétences importantes, hein, l'armée, la justice, la diplomatie, au niveau des États. C'est exactement l'inverse de toutes les constructions fédérales qu'on a connues jusqu'à aujourd'hui. Donc aujourd'hui, pour l'Union européenne, il y aurait un double exercice qui est reconnaître une nation, un souverain européen, ce n'est pas simple, et reconstruire un fédéralisme à l'endroit qui viserait à donner toutes les compétences régaliennes au niveau européen en restituant au niveau local, au niveau des États, les compétences du quotidien. Double acrobatie qui, à mon avis, est périlleuse. Donc, aujourd'hui, je suis un peu suspect. Ceci dit, tout fédéralisme ou toute fédération répond à un fédéralisme spécifique et qu'on peut aussi penser à un fédéralisme européen typique, mais qui ne pourra pas être pensé comme le fédéralisme classique, ni sur la séparation des pouvoirs, ni sur l'organisation des compétences. Et à mon avis, il faut penser peut-être ce fédéralisme pour qu'il ne soit pas idéalisé, mais qu'il corresponde vraiment à des nécessités politiques, sociales, contemporaines, ou alors réfléchir à une Europe sui generis qui serait quand même démocratique, même si elle ne serait pas politique. Alors, je ne sais pas si j'ai bien répondu à la question, je me suis laissé emporter par la réflexion globale. Oui, non, tout à fait, effectivement, très, très intéressant. Maintenant, j'en viens à la dimension de l'Europe, notamment le nombre de pays. Entre l'Union européenne à 27 membres, une zone euro de 20 membres, et maintenant on parle aussi d'une communauté politique européenne à 46 membres. Peut-on concevoir une Europe qui serait peut-être un peu fédérale, politique, avec quelques-uns, avec l'intégration et avec l'intégration économique de tous? Est-ce qu'il n'y a pas une contradiction? Est-ce qu'il ne faudrait pas, en fait, plusieurs vies pas progressivement s'imposer? Alors, ce n'est pas un problème de nombre. Les États-Unis, c'est 50 États. La Russie, c'est 80 entités fédérales. Donc, en soi, ce n'est pas forcément le problème d'un nombre qui ferait obstacle à une construction fédérale européenne. Il faut juste trouver les mécanismes politiques qui permettent de réunir le Luxembourg à l'Allemagne, hein, de passer de 500 000 habitants à 80 millions d'habitants. Quelle est la force de chacune des entités fédérées? Mais bon, ça se trouve. Ça se trouve et on peut avoir des compromis politiques. On les a déjà eus à Nice, à Lisbonne, sur ça. Ce qui me pose plus problème, c'est l'éclatement. Il faut parler aux gens de manière simple parce que les choses doivent être simples pour qu'ils puissent les contrôler. Et on a parlé de nation française, alors que si vous vous replongez en 1789 dans la situation juridico-politique et fiscale de la France, c'était un salmigondis absolument ingérable. Donc, on leur a dit, vous n'êtes pas breton, basque, etc., vous êtes français. Et tout d'un coup, sur cette simplicité, on a pu construire quelque chose. Et la France, c'est ça, avec des frontières, des territoires. On a mis un peu de côté les colonies au XIXe siècle, mais on a essayé de proposer un processus politique simple pour que les gens s'approprient le projet. Ce qui me gêne avec l'Union européenne actuelle, c'est que vous faites état effectivement de différents territoires de l'Union. Avec en plus des territoires, quand on est prof, on le voit bien,
très compliqué à expliquer, y compris à des étudiants qui connaissent déjà un peu la chose. On a 27 États dans l'Union européenne, mais on a un espace Schengen où il n'y en a que 23 de l'Union et 4 qui ne font même pas partie de l'Union. L'Islande fait partie de l'espace Schengen alors qu'elle ne fait pas partie de l'Union. Et l'Irlande, qui fait partie de l'Union, ne fait pas partie de l'espace Schengen. Comment expliquer ça? Sur la zone euro, alors peut-être tous les États ont vocation à adhérer à la zone euro, mais on n'a plus qu'une vingtaine d'États qui font partie d'une zone euro, qui fait que quand on part en voyage, si on oublie de vérifier sur Google, on se retrouve dans un pays avec des euros et on ne peut pas payer parce qu'il faut payer en couronne. Et c'est quand même un peu dommage parce qu'on ne peut plus penser l'unité politique et sociale dans ces conditions-là. Vous allez me dire, aux États-Unis, on a attendu, je crois, les années 1920 pour qu'il y ait $1 national. Il y a eu jusqu'à 200, 300 dollars créés par les propres banques privées. Mais on a bien compris que la construction nationale passe par la simplification du discours. Et ce qui me gêne, c'est de construire une Europe de projet, une Europe ponctuelle, par projection de ce qu'on a pu faire à tel moment, mais que ça conduise à plusieurs Europes. Regardez ce qu'on a aujourd'hui, le MESF, le mécanisme européen de solidarité, de stabilité financière, qui était une réponse à la crise économique, notamment pour la Grèce, l'Italie, mais que l'on a construit à côté de l'Union, parce que l'Angleterre s'y opposait, enfin le Royaume-Uni s'y opposait, et donc on a créé un truc européen, mais qui n'est pas dans l'Union européenne. On a une communauté d'Euratom qui n'est pas de l'Union, mais qui utilise les institutions de l'Union. Comment expliquer ça et comment construire quelque chose de simple et fondateur sur une telle complexité? Alors, on a cette devise européenne, l'unité dans la diversité, qui me semble d'une pauvreté intellectuelle absolue. Pour moi, le défi, c'est l'unité par la diversité. C'est-à-dire que la diversité des intérêts, des politiques, etc., ne doit pas remettre en question l'unité. Et ce qui me gêne fondamentalement, c'est qu'on construit plusieurs Europes. Et alors, je n'ai même pas parlé des territoires ultra-périphériques, des territoires, les RUP, et puis la Nouvelle-Calédonie, la Leptome, qui sont encore à côté. Donc, on a vraiment des situations de territoires, mais c'est inexplicable aux étudiants et encore moins à la population. Et si on commence à construire plusieurs Europes, en expliquant que Schengen, ce n'est pas l'Union, mais c'est dans l'Union, mais pas totalement, parce qu'il y a des... on n'y arrivera pas à construire cette Europe. Donc, moi, je suis pour une Europe unie, sur des territoires cohérents, qui fassent ensuite des accords avec l'extérieur. L'espace Schengen, ça me gêne qu'il soit dès le départ avec des pays nordiques. Je suis pour pouvoir aller en Islande et en Norvège sans présenter mes papiers. Mais pour moi, c'est une politique de l'Union européenne qu'elle peut ensuite ouvrir à d'autres États par des accords spécifiques. Mais que l'espace Schengen, la libre circulation, elle soit une politique européenne. Que l'euro, ça soit une politique européenne qui ensuite soit imposée à tous les États. Et que la stabilité de l'euro, je suis sûr qu'on peut trouver des mécanismes qui rassureraient les marchés financiers d'une autre manière, même si on intègre tous les États. Ou en tout cas, il faut qu'on se fixe rapidement, d'ici 2030, une unification des territoires économiques, politiques, sociaux, de manière à pouvoir parler de l'Europe. Parce qu'aujourd'hui, il est impossible de parler de l'Europe. Parce que, surtout, quand on fait des Europes de projet et des territoires de projet, du coup, quand on a une Europe militaire avec des accords entre la France et l'Espagne, puis des accords avec la France et l'Allemagne, puis des accords entre une dizaine d'États entre eux seulement pour la force de réaction rapide européenne, on n'a toujours pas parlé d'Europe, on a parlé de politique dans l'Europe. Et si on veut vraiment pousser les gens à comprendre que l'Europe, c'est eux, eh bien, il faut faire de l'unité et de la simplification. Il faut qu'on parte de l'unité pour construire la simplification, la complexité, et non pas qu'on essaye de réduire la complexité à l'unité. Sinon, les gens ne comprennent rien, même nous, on ne comprend pas. Et quand on ne comprend pas, qu'est-ce qui se passe? C'est ceux qui comprennent qui ont le pouvoir. Et ceux qui comprennent sont justement ceux qui ont produit cette complexité, qui les arrangent, et sur lesquels on ne peut plus rien contrôler, parce que finalement, c'est eux qui vont décider que l'Europe militaire, c'est ça, et ce n'est plus les populations qui décident de l'emploi de la force armée, ça sera les dirigeants militaires et les dirigeants politiques. Que les politiques économiques de la BCE, ce n'est pas les populations qui sont compétentes, c'est les experts des banques centrales nationales. Et ça, à un moment, on ne peut pas construire de la confiance avec les populations quand on a un degré de complexité tel. Donc, alors, on peut peut-être en parler, mais cette Europe fédérale, le cœur fédéral au sein d'une Europe globale, cette Europe à plusieurs vitesses, tout ça, ça traduit une nécessité, mais je ne pense pas qu'il faille partir de la diversité pour construire l'Europe. Il faut partir de l'unité dans laquelle on crée la diversité. Mais regardez en France,
En France, on a ces mêmes problèmes, ou en Allemagne, ou en Italie. On a des régions pauvres qui bénéficient d'un traitement particulier. On a des régions riches qui bénéficient de politiques fiscales particulières. Regardez au Pays Basque, c'est même le Pays Basque qui fait un contrat avec l'État espagnol pour dire, bon, combien je te dois d'impôts cette année, je m'arrange pour le récupérer et pour te donner l'addition finale. On a des situations qui peuvent intégrer la diversité, mais il faut que ça soit à l'intérieur d'une unité politique et juridique, et non pas un éclatement de l'Europe, parce qu'on n'arrivera à rien. Et construire une Europe fédérale au cœur d'une Europe géographique, on va dire, où ça ne marche pas. Regardez, Poutine envahit, alors imaginons que l'Ukraine fasse partie de cette communauté politique européenne ou d'une Europe je sais pas, économique. Poutine envahit un des États qui ne fait pas partie de l'Europe fédérale, mais de l'Europe géographique. Ben, qu'est-ce qu'on fait? L'Europe fédérale, elle ne fait rien parce qu'on ne touche pas à la fédération. S'il y a une crise économique dans l'Europe géographique, imaginons une Europe AELE, libre-échange économique, il y a une crise économique, vous croyez que ça n'affectera pas l'Europe fédérale? Vous croyez que s'il y a une crise politique ou économique dans l'Europe fédérale, ça n'affecterait pas l'Europe extérieure? Donc, cette idée de plusieurs Europes ou d'une Europe à plusieurs vitesses, ça traduit sans doute une nécessité, mais à mon avis, il faut vraiment partir de l'unité européenne et il vaut mieux construire cette unité européenne conceptuellement, juridiquement, économiquement, pour à l'intérieur accepter la différence. Comme nous en France, on a le régime de métropole, le régime des collectivités en métropole, et puis on a la Nouvelle-Calédonie, et puis on a la Polynésie française, qui ont des systèmes juridiques particuliers, mais que l'on arrive à penser dans l'unité de la République française. Et je pense qu'il faut vraiment plutôt partir de l'unité européenne pour construire cette diversité. Eh bien, nous arrivons à la fin de cet entretien. Donc, pour conclure, quelles sont vos attentes vis-à-vis du Conseil scientifique de l'Union des fédéralistes européens? Alors, bon, je ne sais pas encore comment ça fonctionne, comment se met en œuvre la politique du Conseil. Moi, ce que je pense, c'est qu'on a deux échéances. Une échéance à court terme qui sont les élections européennes de l'an prochain. Et il faut en parler. Il faut avoir des discours qui ne soient pas des discours politiques ou politisés pour donner aux gens la conception de ce qu'ils vont faire en votant. Pourquoi ils votent, pour qui ils votent et quel intérêt ça a. Et ça, à mon avis, le Conseil scientifique doit avoir une politique de publication, je sais pas, de production pour expliquer, mais avec des mots qui ne soient pas que des mots intelligents, universitaires pour les gens qui comprennent, mais des mots qui réussissent à expliquer aux gens ce qui se passe d'une manière très, très claire. Et donc, avoir cette activité, je dirais, à court terme. Et puis, à mon avis, enfin, je ne sais pas comment vous considérez la chose, mais je pense que le Conseil scientifique doit être un producteur de pensée pour justement que l'Europe ne soit pas appropriée par les banquiers, les eurocrates, les membres de la Commission et même les ministres à double discours de tous ceux qui parlent et qui utilisent l'Europe à leur propre fin en disant que c'est autre chose et que c'est au profit de tous. Cette Europe, tant qu'elle sera énoncée par des documents prospectus de la Commission européenne ou par des politiciens, elle ne parlera pas aux gens. Et je pense que nous, universitaires ou penseurs, qui sommes un peu dégagés, on a sans doute des opinions politiques ou des conceptions de l'Europe, mais on est dégagé d'un intérêt immédiat. Moi, je ne suis pas payé pour penser l'Europe, et donc je peux penser l'Europe librement, on va dire. Et je pense qu'il faut penser la complexité qui vient. Comme je vous disais, ce choix entre une Europe fédérale et quel type de fédéralisme, ou une Europe sui generis et quel type de sui generisme qui reste démocratique et qui reste fondé sur un processus et des valeurs démocratiques, ben ça, à mon avis, il faut le penser dans une antre avec un discours collectif et je pense ou j'espère que le Conseil scientifique pourra être le lieu de réunions régulières peut-être, où on pourrait penser entre nous, échanger des idées et produire ensuite de la réflexion qui n'est pas vérité absolue, mais qui est une réflexion sur le chemin de la pensée européenne et peut-être organisant des symposiums, des séminaires, des colloques, des ouvrages collectifs qui permettent de penser cette complexité de manière à la rendre accessible aux politiciens, aux intellectuels et aux populations, parce que l'Europe, c'est notre Europe. Je crois que c'est vraiment l'Europe des gens, de tous. Alors, quand je dis des gens, c'est aussi les chefs d'entreprise, c'est aussi les chefs politiques, mais c'est tout le monde qui doit avoir droit à penser, à comprendre l'Europe et à proposer sa vision de l'Europe. Parce que si on l'abandonne à la complexité, seuls ceux qui maîtrisent l'art du système auront la possibilité de la mettre en œuvre, au détriment alors peut-être d'une démocratie en construction. Donc voilà, le Conseil scientifique, à mon avis, devrait être une source de production intellectuelle sur l'Europe. Oui, merci Christophe pour cet entretien et notamment la conclusion.
nous attendons beaucoup du conseil scientifique et nous espérons des réunions, des contacts, des écrits, des réflexions, etc. Vous êtes à Lyon. En fait, au mois de juin, on avait organisé l'université de printemps de l'Union des fédéralistes à Lyon. Le prochain aura lieu sans doute à Lyon parce qu'on prend des habitudes comme ça maintenant, de se trouver dans la capitale des Gaules. Mais, donc, des opportunités, il va y en avoir. En tout cas, un grand merci pour cet entretien et à très bientôt. Merci. Au plaisir. Merci beaucoup à vous et puis au plaisir de travailler plus au fond sur toutes ces questions quand j'ai certaines disponibilités, parce qu'au mois de juin, j'étais totalement sous l'eau, comme beaucoup d'universitaires malheureusement. Mais promis, je vais dégager du temps pour justement approfondir toutes ces questions. Merci beaucoup pour l'honneur de m'accueillir parmi vous. Merci.